Salut à tous, bienvenue Envergure, nouvel épisode 5 stars aujourd'hui. On va partir du côté de la Virginie avec Thomas. Salut Thomas. Salut, un plaisir d'être là comme d'habitude. Et la grosse voix qui est avec nous, l'éternel Hugues. Salut Hugues, comment vas-tu? Ah non, pas cette fois-ci. Mais je suis content quand même, c'est pas mal, Virginia. Alors oui, comme je le disais, on va partir du côté de la fac de Virginie pour un joueur qui n'est pas un freshman mais un sophomore, hyper athlétique en la personne de Ryan Dunn. Dis-nous qui est-il, mon ami Hugues? Ryan Dunn, ouais, donc sophomore à Virginia, avant de faire sa bio, de vous raconter ses hobbies, parce que cette fois-ci j'ai des hobbies, ça va être superbe. Le mec est chiant, je vous préviens, vous allez le trouver pas rigolo. Je vous propose 3 anecdotes sur Ryan Dunn, un petit 94 pieds sur Ryan Dunn. 2 sont fausses, une est vraie. Alors là, j'ai dû me creuser la tête, hein. La première, c'est que c'était un garçon, quand il était petit, il était très possessif. Il disait donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ci. Donc ses parents ils en avaient un petit peu marre. La deuxième anecdote, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un bel athlète, donc on l'a surnommé Ryanair. Elle était toute trouvée pour lui. Et enfin, la dernière, c'est qu'il a un frère qui joue dans la première ligue de baseball en MLB. Son frère Justin qui joue aux Cincinnati Reds. Et alors, ma connaissance de baseball s'arrête là, hein, messieurs. Vraiment, moi, le baseball, c'est comme toi avec Harry Potter. Ça va pas très très loin. Et je lâche des anecdotes vite fait qui sont données On de balance les doses, j'adore. Sinon, donc Ryan Dunn, c'est un joueur qui a des parents, c'est déjà bien. Edmund Ndona, donc famille sportive, je l'ai dit, un grand frère, pardon, qui joue en MLB. Il a fait son lycée dans plein d'endroits différents, à Perkman School. Ensuite, il est allé à Long Island Lutheran. Il a fait Oak Hill. Enfin, il a fait beaucoup de choses, des prep schools, etc. Donc, il est arrivé un petit peu plus tard en NCAA. Il est le gagnant de la lettre de Lutheran School. Donc ça aussi, j'ai appris que ça existait. C'est une pratique américaine. Quand vous êtes l'athlète le plus renommé de votre établissement, bah, vous avez le droit d'avoir une petite broderie. Donc voilà, il a un petit suite avec les armoiries de son école. Et à côté de ça, pour vous parler de ses passions, bah lui, sa passion, c'est de donner la soupe populaire. Monsieur se la pète. Monsieur s'achète une bonne conscience. Bah, excuse-moi, moi j'aime bien jouer à la console. Pardon, Ryan. Voilà. Et puis, bah, pour terminer sur sa bio, quand même, c'est important de le dire, c'est un 7 janvier 2003, donc il est bélier. Non, pas du tout, en plus. J'en sais rien. Janvier, c'est quoi? Capricorne, il est Capricorne, donc il a un ascendant Saturne et il est bon les années bissextiles. Voilà, tout simplement. Thomas, je compte sur toi pour nous ramener un petit peu de sérieux, nous décrire un petit peu le jeu de Virginie, de comment ça s'articule, comment c'est coaché et comment ça joue, et comment lui il trouve sa place au milieu de ce jeu-là. Quel rôle il a? Alors du coup, Virginia, cette année, Tony Bennett au coaching comme d'habitude, donc défense étouffante, avec un gros duo, Rhys Bickman, prospect NBA également, qui s'occupe des premières gardes de la défense, et Ryan Dunn qui couvre un peu tout le terrain derrière, donc une des meilleures défenses du pays. Virginia encore cette année. On a un Ryan Dunn qui joue intérieur, qui joue 4-5 selon les line-up avec qui il est couplé dans cette défense. C'est un joueur qui peut défendre sur l'homme, qui peut faire le roamer, donc c'est-à-dire pas forcément défendre un gros joueur adverse, mais venir beaucoup en aide. C'est pour ça notamment qu'il a des gros chiffres de stocks. On va en reparler ensuite. Offensivement, Virginia, bon, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, c'est pas une grosse attaque, c'est une équipe qui joue très lentement et ça vient aussi de ses qualités. Il a un jeu très basique, c'est un joueur qui va finir proche du cercle, quasiment la plus grande majorité de ses tirs sont pris au cercle, qui va tenter un petit peu de 3 points, mais avec très peu de réussite. Donc on va être beaucoup sur du catch and finish, du lob, quelques petits drives sur des close-out un peu douteux, donc un jeu offensif vraiment fin de chaîne, un petit usage rate, et voilà, c'est assez basique, et en défense, c'est vraiment là qui performe et qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui dans un épisode 5 star. Et à quoi il ressemble physiquement notre ami Ryan Dunn? Quelles sont ses mensurations à ce jeune homme?
Alors physiquement, il fait 2,3 m, il fait 96-97 kg, donc il est déjà bien bâti, il est vraiment long, très athlétique, il saute très très haut, il peut envoyer des posters, il a envoyé un sale poster en début de saison, j'ai oublié l'équipe en face, mais t'es vraiment du très très haut niveau. Donc ouais, un pur athlète NBA sur l'aile, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus, on est sur du haut calibre niveau athlétiquement. Et niveau envergure, moi j'avais vu un chiffre, c'était 2,13 m. Alors je ne sais pas, ce sera à vérifier bien sûr pendant le combine, mais ça doit être aux alentours de ça, hein. Franchement, je pense Ouais. qu'on est à peu près à ce niveau-là. Thomas, je vais te laisser la main. Qu'est-ce qui fait justement que Ryan Dunn, quand on le voit jouer, les scouts s'intéressent à lui? Parce que des Alors joueurs physiques, on en voit, quoi. pourquoi on s'intéresse à Ryan Dunn? Ryan Dunn, il pose déjà l'année dernière, bon, je vois assez peu, mais il posait des chiffres défensifs vraiment impressionnants sur un court temps de jeu. Donc cette année, son temps de jeu a vraiment augmenté, il est passé titulaire et ça lui a permis de vraiment exploser ses stats. Il est passé 13 minutes à 27 minutes par match. Il pose des stats défensives vraiment impressionnantes, que ce soit au rebond, aux contres, aux interceptions. Il a 7 rebonds par match, 1,5 interceptions, plus de 2 contres. Donc ça donne des chiffres avancés complètement lunaires. Il a 10% de contres, 3,6% d'interceptions, a été pareil des pourcentages de rebonds vraiment très très hauts. Donc c'est défensivement qu'on va apporter de la valeur à son profil. C'est un joueur qui a vraiment énormément de qualité. C'est un des meilleurs playmakers défensifs de ces dernières années au niveau de la draft, que ce soit au niveau protection de cercle, c'est vraiment très 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 fort pour un profil d'ailier. Comme on l'a dit, il est vraiment très bon pour défendre en aide, voler un peu sur tout le terrain pour aider sur les 5 postes, venir protéger les cercles. C'est vraiment du très très fort. Il joue aussi beaucoup les lignes de passe. Moi, je trouve que c'est vraiment dans ce rôle de roamer qu'il excelle le plus. Il est très bon sur le point of attack également pour défendre du porteur de balle, mais je trouve qu'il apporte encore plus de valeur dans un profil assez rare et très demandé pour couvrir vraiment beaucoup de terrain. Il est vraiment très impressionnant, au-delà d'être athlétique, d'être grand, d'être long, il bouge vraiment très bien. Donc il a aucun souci à couvrir énormément d'espace, un peu à la Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson, ce genre de joueur, même s'il est un peu plus petit. C'est vraiment dans ce profil-là qu'il est vraiment très intéressant, au rebond également, comme on l'a dit, il se bat beaucoup des deux côtés du terrain. Donc c'est vraiment voilà, pour sa défense sur l'homme et surtout en aide où il est vraiment très 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 impressionnant. C'est vraiment du très très haut calibre qu'il a potentiellement un rôle à jouer dans ce premier tour. Hugues, qu'est-ce que tu vois en plus chez lui? Alors, déjà, Thomas, incroyable résumé défensif, hein. Vraiment, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je bois ses paroles comme du petit lait. Sinon, qu'est-ce qu'il apporte Ryan Dunn? On l'a dit, hein, un athlète qui a déjà une maturité physique, 96 kilos, une longueur de bras effectivement sur la même envergure que toi, une capacité à encaisser le contact, à rester vertical des deux côtés du terrain. Donc on peut, il a fait tout le profil défensif. Offensivement, on peut projeter un joueur qui va être très bon pour attaquer le close-out, attaquer le cut, finir fort au panier, poser des écrans et rouler. Alors c'est pas un pivot traditionnel, il joue pivot à Virginia, mais ça va être un ailier de système et un joueur qui a 75% de réussite près du panier. Donc une très belle réussite avec une capacité à finir des deux mains, même s'il y a une préférence motrice au niveau de la main forte. Et c'est un joueur qui sait faire tomber des fautes. On est à un free throw rate à plus de 40%. Donc c'est un joueur, quand il va au cercle, il y a des fautes qui tombent ou il y a un dunk sur ta tête. Alors, ce qui va manquer pour le moment, ça va être de la concrétiser ces occasions-là. Lancer franc, on est à 55%, je crois, de moyenne, donc un chiffre vraiment trop faible pour le profil. Mais l'idée de développement offensive, si vous n'achetez pas le tir, c'est de le mettre dans le dunking spot, de lui mettre des écrans, de l'intégrer dans du jeu loin du ballon et de cutter. Ça va être un joueur parfait pour évoluer dans une offense avec beaucoup de mouvements loin du ballon. Évidemment, une équipe comme Denver, avec un profil de jeu à la Aaron Gordon dans la finition offensive. Et puis, il y a aussi quand même une capacité à poser un peu le ballon avec ses longs segments sur du double pas pour vite se projeter vers l'avant. Donc, il y a un rôle pour notre ami Ryan Dunn, même si c'est un joueur qui va blesser ton spacing par le tir à 3 points qui est pour l'instant pas du tout présent.
Justement, je vous propose, messieurs, alors qui veut, hein, nous parler un petit peu de son tir. Les chiffres sont clairement pas bons. Moins de 25% à 3 points, 58% de mémoire au lancer franc. Vraiment, c'est pas du tout en place, alors que bizarrement, ça l'était un peu plus dans les niveaux en dessous. Est-ce qu'il y a un vrai, il y a forcément un chantier parce que les chiffres sont pas bons, mais est-ce qu'il faut reprendre tout depuis le début dans son tir? Perso, je trouve que le chantier, il est assez grand. Déjà, mécaniquement, on n'y est pas. Je trouve, Mm. il a les jambes vraiment assez écartées. Ça, c'est un premier problème au niveau du bas du corps. Au niveau du haut du corps, sa guide hand, moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'elle est, comment expliquer, en gros, donc sa main qui sert Mhm. à, normalement juste à viser, en gros, vient un peu trop interférer sur sa poussée de balle, je trouve, beaucoup trop régulièrement. Donc ça pose aussi un problème de shoot, et plus que ça, c'est qu'il prend pas de shoot à 3 points. Donc là, je suis sur ses 5 derniers matchs, il n'a pas pris un seul 3 points. Donc actuellement, il n'a aucune valeur dans un spacing NBA. Il met pas du tout ses lancers non plus. 58% pour un joueur non pivot. Déjà que pour un pivot, ça peut être un peu tendu, mais pour un joueur extérieur, c'est vraiment très très complexe. Donc non, le shooting, on est vraiment. Il y a pas beaucoup d'indicateurs qui diraient que ça pourrait devenir un shooter ne serait-ce que décent à terme en NBA. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, comment, parce qu'on est quand même dans une ligue de plus en plus en NBA où ça tire à 3 points, où on veut un maximum de shooters. Justement, Hugues, c'est un peu la question que tu soulevais finalement, comment on fait pour que, au niveau du spacing, c'est quand même compliqué d'avoir un ailier comme joueur non shooter, non? En saison régulière, tu peux, avec un exemple assez parlant, Jared Vanderbilt, où il y a un profil similaire, un défenseur incroyable, polyvalent, capable de tenir des petits, des grands, énorme rebondeur, fort contreur, athlète incroyable qui joue petit intérieur à côté d'un autre grand qui peut écarter le jeu. Alors bon, tout le monde n'est pas Anthony Davis évidemment, mais côté Utah ça marchait aussi avec un Lauri Markkanen. En playoff, c'est une autre paire de manches. Maintenant, être capable d'amener une équipe jusqu'en playoff, c'est déjà bien. Pour l'intégrer, je pense qu'il faut le faire participer aux écrans, faire du slip, jouer loin du ballon, comme je disais, faire des écrans off-ball équeutés. Alors, si tu as de la chance, tu joues avec des Jokic, des Şengün, des Sabonis ou pas, ou quoi, mais et voilà. Et puis, c'est un joueur qui est très bon pour attaquer aussi le rebond offensif. Et puis, comme il va t'élever ton niveau défensif, tu vas avoir de la transition et il est très bon sur transition. Donc, oui, la formule offensive, elle est pas moderne. Maintenant, la plus-value défensive est telle que tu peux vouloir sacrifier ça et essayer de retravailler le tir. Alors Manu il dit que c'est ce qui est le plus simple à bosser. Là, on part de vraiment loin, hein. On a un truc catapulté, pas du tout en place, mais bon, des gens comme Vanderbilt, Matisse Thybulle ou autres ont plusieurs contrats NBA, sont des joueurs avec de la valeur. Même un Josh Hart, même s'il shoot mieux maintenant, mais que tu vas mettre sur un terrain et tu vas juste espérer qu'il soit à minima capable de tirer à 34%, 35% dans les corners. Justement, comment vous voyez la première chose pour vous à travailler si vous êtes Ryan Dunn dans vos premières années NBA, pour justement voir le terrain, parce que Thomas l'a très bien dit, défendre, il va défendre. Ça, on n'est pas trop inquiet sur ça, vraiment pas du tout. D'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est le meilleur prospect défensif de cette QV? Vas-y toi. Attends, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train Bah, de réfléchir. par rapport, tu prends McCullough, tu prends Cody Williams, tu prends Stephen Castle, sur les profils un peu polyvalents, le plus abouti, le plus près et le plus tueur de stars pour moi, ça peut être lui. Le plus gros bâcheur de l'autre côté. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Le prospect défensif peut-être le plus attrayant, moi, c'est peut-être Alexar au niveau de voilà, 7-footer, la mobilité, etc. Mais sur un extérieur, ouais, Ryan Dunn, c'est ce qui fait de mieux dans cette draft, je pense. Si on peut prendre la comparaison des QV, alors c'est pas les mêmes joueurs, mais il a ce truc de Isaac Okoro
Auburn. Tu vois, Isaac Okoro, il était pris 5e choix à Cleveland et c'était chez nous, beaucoup l'avaient top 4 de draft. Ouais. Parce que c'était un tueur défensif et un bon finisseur au panier, même s'il y avait un peu plus de signes de slashing. Mais on est sur ce niveau défensif là. C'est que tu te dis, bah, j'ai Ryan Dunn, j'ai un mec à mettre en face des stars, en face des Tatum, en face des Booker, en face des Durant, en face d'Ingram et qui vous voulez. C'est que tu as vraiment des options et qui peut jouer dès la première année et embêter ces gars-là. Et la deuxième partie de ma question, c'était qu'est-ce que vous faites travailler dans les premières années en NBA pour que justement qu'ils puissent voir le jour? Enfin, je pense qu'il prend 3000 shoots par match. Hein. Enfin, à l'entraînement. Parfois, je vais par Honnêtement, jour. Ouais. tu dois t'entraîner à tirer parce que sinon, il faut vraiment dans un système collectif incroyable. Là, tu pourras vivre sans trop tirer et finir fort, mais ouais, vraiment travaille ton catch and shoot dans le corner parce que tu vas être là tout le temps, quoi. Thomas, tu vois autre chose à travailler pour lui? Non, ouais, principalement le tir, comme Vanderbilt, être capable de mettre un petit 3 points de temps en temps pour sanctionner les joueurs qui aident trop. Sinon, faire bouger un peu plus la balle aussi. C'est un joueur qui passe pas du tout. En plus de pas tirer, il passe pas. Bon, il fait pas de perte de balle, mais il passe pas non plus. Donc, Est-ce que s'il est vraiment dans un rôle de catch and finish à Virginia, s'il pouvait, quand il reçoit la balle, en plus, être capable de prendre une petite décision balle en main, ça pourrait augmenter encore un peu la valeur de son profil. Mais ouais, pour moi, c'est un genre de fin de chaîne, donc je le mets dans le corner et comme a dit Hugues, il y a 5000 tirs par jour et on essaye de faire rentrer ça le plus possible. On retravaille le tir, on paye les spécialistes et on prie, quoi. Toi, Pierre, je te vole un peu ton boulot, excuse-moi. Est-ce vas-y, que, faut faire. parce que moi, je sais pas, enfin, j'ai pas d'avis définitif là-dessus, mais est-ce que Thomas, tu penses que c'est un mec qui peut jouer petit pivot dans vraiment un small line-up où tu switches beaucoup et tu viens gifler, ce que Jonathan Isaac qui fait un peu à Orlando là cette année avec Banchero en poste 4 et Franz Wagner en poste 3. Est-ce que toi, tu crois que ça peut être une option pour lui parce qu'il est pivot à Virginia, hein, mais dans la ACC? Ouais, bah moi pourquoi pas, c'est un excellent protecteur de cercle et on voit, je regarde un peu moins la NBA en ce moment, mais ces 2-3 derniers jours, je m'en suis tapé pas mal de matchs. Il y a quand même énormément de franchises qui par séquence jouent extrêmement petit avec pour plus grand joueur sur le terrain, un joueur qui fait 6-7, 6-8. Donc Ryan Dunn, avec sa protection de cercle, avec sa capacité à couvrir beaucoup d'espace, quand une équipe veut jouer vraiment petit, il pourrait jouer pivot. Après, les équipes qui veulent jouer souvent avec un small 5, c'est aussi pour avoir 5 shooters sur le terrain. Donc, comment tu organises le truc, faudrait voir. Mais dans un small 5 avec un pivot qui fait que de roll, qui pose des screens, qui slip les screens pour aller dunker et qui défend tout le monde, pour avoir une équipe qui switch tous les postes, ça peut être une option et une potentialité pour essayer de gagner des minutes dans un système de jeu précis. Ouais. Comment vous l'imaginez à la fin de son contrat rookie? Avec quel genre de rôle il aura notre ami Ryan Dunn? Bah, je pense si on le paye, c'est vraiment pour être un tueur, quoi. Comme je te disais, tous les soirs, t'as une star qui porte la balle sur les postes 2, 3, 4, et bah t'envoies Ryan Dunn et tu lui fais passer une sale nuit. Ça va être un peu sa carte de visite. Dans l'idéal, c'est un joueur qui va pouvoir faire de la finition au panier comment dire, lancer des grosses transitions, etc. Mais je pense que c'est un joueur qui va avoir plusieurs contrats parce qu'il défend trop bien et qu'il aura toujours des missions. Mais pour aller au maximum de son potentiel et avoir un contrat long avec une vraie valeur, avec un nombre à 2 chiffres en termes de millions, va falloir être un excellent finisseur au panier. Notamment peut-être sur un partenaire de pick and roll, des choses comme ça. Moi, j'ai quand même assez le jeu offensif me fait quand même assez peur. Hein. Le shoot est ultra loin d'être décent et pour un joueur qui a pas vraiment la taille pour jouer, ouais, il peut jouer small 5 comme on l'a dit, mais qui a pas la taille pour jouer pivot, c'est vraiment compliqué d'avoir un extérieur qui shoot pas en NBA, qui en plus fait pas trop bouger la balle, qui peut attaquer quelques close-out un peu douteux, mais c'est un joueur voilà qui a un handle assez brut, assez tout droit, donc il va pouvoir attaquer des espaces bien ouverts devant lui, mais c'est pas un joueur
qui va créer par son dribble. Donc l'attaque est vraiment très, 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 très complexe. Après, ça peut être un excellent finisseur au cercle, comme Hugues l'a dit tout à l'heure, en plus d'être un très gros dunker. C'est un joueur qui a des vraiment au cercle, qui sait venir main droite, main gauche, et j'aime beaucoup sa mobilité pour attaquer le rôle. Il est vraiment assez fluide dans ses mouvements, ce qui lui permet d'assez bien finir avec une belle aisance au cercle. Donc j'aime beaucoup, beaucoup son côté de finisseur. On pourrait se dire qu'avec avec le fait qu'il ne shoote pas du tout, que ce soit à 3 points au lancer, il pourrait avoir un peu des mains faites de briques à l'approche du cercle, mais il a vraiment une belle technique pour finir proche de l'arceau, donc c'est vraiment très intéressant. Donc il faut qu'il maximise ce rôle de finisseur, qu'il soit à 120% niveau hustle, niveau défense, pour avoir le plus de minutes possible, car le tir, moi j'ai vraiment du mal à le voir tirer un jour actuellement. C'est vraiment, c'est peut-être hors pivot, c'est peut-être le pire shooter extérieur de cette draft. Donc Ça ouais, il y a part, beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. ça part Défensivement. très- pour compléter sur la finition panier, parce on a beaucoup dit, mais tu as mis un point intéressant, c'est il a une vraie vitesse de lecture de la situation. Il réagit vite, il y a un temps d'adaptation qui est très rapide, et c'est un joueur qui finit au pourcentage alors qu'il est défendu par des pivots. Alors les pivots de la ACC, c'est pas les plus gros monstres de toute la NCAA, mais c'est quand même des pivots, donc c'est-à-dire qu'il arrive à trouver des espaces, il arrive à vite réagir, il arrive à trouver comment dire, à poser la balle pour la protéger sur la planche. Donc c'est un joueur là-dessus qui est intéressant. Est-ce qu'on a un petit peu des infos sur l'homme qu'il est et l'attitude, la mentalité qu'il a s'il avait fait des interviews, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui dégage ce garçon sur un terrain? Garçon très chrétien, famille, Ouais. c'est une partie très importante, comment dire, la morale, l'éducation, faire attention aux autres. Je t'ai dit, un sous populaire, toutes les activités comme ça, il est là, donc il pense beaucoup à la communauté, aux autres. C'est un joueur qui a choisi Virginia pour la culture défensive. Donc c'est un truc qui est important pour lui, le fait de, même si je marque 4 points, bah c'est pas très grave. Et puis encadrement sportif, un frère qui est dans une des 4 ligues professionnelles américaines, qui touche des millions, etc. Donc je pense que l'encadrement, la mentalité, le cadre familial sont rassurants sur le développement du joueur. Après, sur l'homme en lui-même, Thomas, tu as un truc à dire, vas-y. Non, pas grand-chose à dire de plus. Je valide tout ce que tu as dit, moi, sur le terrain, j'aime bien, il se donne à 300% à chaque possession défensive. C'est un mec sérieux, on ne voit pas faire des dingueries. Donc pareil, j'ai lu un peu les mêmes choses que toi, donc non, pas grand-chose à ajouter de ce côté-là. Tu aurais même pu dire il se donne à 300%, et ça aurait été formidable. Outre la boutade, qu'est-ce qu'on imagine, en fait, est-ce qu'on y croit à terme vraiment? Moi, j'aime bien ce côté flashy, gros physique, etc. Sachant que là, il va rencontrer des athlètes NBA, ça va être quand même un petit peu autre chose. J'ai du mal à voir un ailier qui shoot pas du tout comme je l'ai vu pas shooter en fait. Et du coup, j'ai un peu du mal à y croire vraiment. Est-ce que vous êtes un petit peu plus enthousiaste que moi? Ça dépendra vraiment de là où il tombe. Alors on le dit très souvent, hein, le Hmm. contexte, mais franchement, moi il y a plein d'équipes où j'aimerais bien le voir. Peut-être que j'avance un petit peu dans la projection de la draft. Je suis pas sûr que je veux le drafter top 10 pour les franchises qu'il y a. Par contre, mets-le-moi aux Rockets, mets-le-moi aux Kings, mets-le-moi dans des équipes où il y a des grands, il y a du mouvement de balle. Aux Nuggets évidemment, aux Thunder pourquoi pas. Dans ce genre de franchise-là. Si tu me le mets dans une équipe où c'est ISO, pick and roll et côté dans un corner, ça va être compliqué. Et je pense que c'est un joueur qui, je sais pas si il finira son contrat dans l'équipe qui le draft. Je pense que c'est un joueur qui les contenders vont essayer vraiment d'aller le tirer très rapidement pour justement pour améliorer tout leur système défensif et lui donner 18 minutes ou 20 minutes où il fait vraiment l'énorme sale boulot. Moi, je suis pas le plus grand fan personnellement. Après, comme l'a dit Hugues, c'est un peu un genre de contexte. Il va falloir un coach et un système qui savent le mettre en avant. Forcément, un non-shooter sur l'aile, ça te demande forcément une adaptation de tout le 5. Donc, il va falloir trouver une franchise qui a vraiment envie de l'utiliser, qui le prend pour ses qualités et qui a envie de le mettre en avant.
Donc à voir, je suis pas le plus grand fan, je l'ai pas forcément très haut. Pour moi, c'est plus un joueur que j'ai sur une fin de premier tour, car ouais, il y a des limitations quand même assez claires et qui semblent vraiment assez durables. J'ai mal à voir de grandes améliorations offensives, même s'il a des gros points positifs comme on l'a vu. Donc à voir, c'est un genre de situation qui peut être vraiment très intéressant. Il a des qualités évidentes et assez élites défensivement. Il peut switch énormément de postes. Comme on l'a dit, en tant que roamer, c'est des profils vraiment très recherchés. Il n'y en a pas tant que ça en NBA. Donc un spécialiste de ce calibre, ça peut vraiment être très intéressant à ajouter dans un effectif. Donc c'est un joueur sympa, c'est un joueur qui peut avoir un rôle quasiment sûr, car il a déjà des facultés élites fortement demandées, et il a également des limitations claires qui font qu'il peut être quasiment injouable dans pas mal de situations. Donc c'est un profil intéressant, qui a des gros plus, des gros moins, donc il va falloir savoir l'utiliser, mais ouais, c'est un joueur qu'il faut vraiment considérer dans cette draft. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que je considère Ryan Dunn comme un high risk, high reward? Pas du tout. Bah, je Ou sais pas. reward moyen. Ouais, je sais pas si c'est Harry Skyward parce que tu sais ce que t'achètes et tu sais ce que t'achètes pas. Ouais. T'achètes un tueur défensif, t'achètes pas du scoring individuel. Donc même réflexion qu'un Matisse Stable à l'époque peut-être, en plus jeune et pour moi encore plus polyvalent défensivement. Donc vraiment toutes les équipes en fait, ils sauront pas quoi en faire, le prendront pas. Et puis une équipe qui se dit moi il me faut vraiment de la défense et du rebond et de la transition. Va l'acheter très fort. Donc c'est un mec, bon voilà, l'étiquette elle est mise, le colis il est prêt, il n'y a plus qu'à l'empacter et voir où est-ce que tu vas chercher en point relais, quoi. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on finisse sur notre ami de Ryan Dunn de Virginia? On n'a pas dit, peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bah Ouais, moi, peut-être, vas-y. potentiellement un petit truc à. Ouais, vas-y, ok, j'y vais. Un petit truc à dire. Niveau défensif, on l'a énormément encensé. Juste Hmm. dire que tout n'est pas parfait non plus. Parfois, il a un peu tendance à vouloir être. Vu qu'il fait le roamer, il a peut-être tendance à encore être plus d'endroits où il devrait être. Il a vraiment tendance à être partout. Donc, il peut créer des petits trous dans la défense occasionnellement, mais ça reste assez rare. C'est un joueur qui déborde d'énergie. Donc, par moment, il a tendance à un petit peu en faire trop, je trouve. Donc, quelques petits écarts défensifs, mais qui, avec l'âge et l'expérience, devraient être assez aisément réglés. Mais juste pour dire qu'on ne vienne pas clémenter s'il y a quelques petits trous en défense sur notre rookie, quoi. Bah, je comprends pas, je pensais qu'il allait faire 8 contre et 5 interceptions par match de sa saison rookie, Thomas. Je nous protège aujourd'hui. Tu mets T'as le gilet raison. pare-balles, c'est beau. Euh, Juste en complément, parce que je lisais pas mal de choses et j'en discutais avec des gens sur Ryan Dunn, on me disait oui, il y a des mecs comme ça, non-shooters, qui sont draftés haut. Effectivement, il y en a pas mal, mais ou bien qui sont impactants. On me parlait de Jeremy Soran, de Herbert Jones, ce genre de profil-là. Juste la seule chose, c'est que tous ces mecs-là avaient un truc, c'est qu'ils étaient des très bons passeurs au niveau universitaire où ils savaient poser le ballon. Ouais. Là, c'est pas encore le cas. Pour moi, on a vraiment un mec, enfin, s'il faisait 10 cm de plus, on ne serait pas posé de question, ce serait un pivot quasi générationnel tant la mobilité serait folle, quoi. Si on regarde les mêmes trucs, là, c'est juste que il est pas né dans le bon corps. Et encore, il a pris 4 cm en un an et demi. Donc on peut espérer un garçon qui peut peut-être aller jusqu'à 2,6 m, 2,8 m, et là on se posera plus la question. À 21 ans? Eh ben il faut manger de la soupe, hein. Pourquoi pas? Ou faut étirer les orteils tous les soirs avec des petits élastiques. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que si on veut jouer vite, très vite fait pour finir, au jeu des comparaisons, peut-être celui qui se rapproche le plus actuellement, c'est pas Brandon Clark à Memphis, un petit peu, pour ce Ah, côté. il y a un côté, ouais, c'est vrai. Je l'avais pas pensé. Elle est pas mal. Et le tir était dégueulasse, puis très bien, puis redégueulasse. C'est ça. C'était la météo du tir de Brandon Clark pour finir. Eh ben, messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous dire que le scouting report de Ryan Dunn est déjà écrit, donc allez faire un tour sur notre site. C'est Manu qui s'y est collé. Donc on a parlé longuement de ce joueur qui est un sophomore, donc il n'a pas fait le fameux one and done. J'étais obligé de la faire. Oh, elle Euh, est bien, bravo. Bien joué. euh,
On vous dit à très vite, comme d'habitude. Prenez soin de vous. On vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Bisous.